Le Seafoam fendait les eaux saphirs du Solent avec une précision qui fit taire la foule des spectateurs, et Beatrice Wentworth sentit la montée familière de joie pure qui ne survenait que lorsque le vent, l'eau et l'habileté humaine s'alignaient en parfaite harmonie. Ses mains étaient fermes sur les cordages, malgré les embruns salés qui lui piquaient les yeux et le poids du pantalon emprunté qui flottait sur sa silhouette. La casquette enfoncée sur ses cheveux auburn si caractéristiques, maintenant sombres d'eau de mer et de sueur. Devant, à 3 longueurs de bateau, le yacht de Lord Edmund Tilney, le Valiant, tenait la position intérieure. Les cheveux dorés du comte visibles même à cette distance, alors qu'il aboyait des ordres à son équipage, avec l'assurance d'un homme qui avait remporté la coupe de la régate 3 années de suite et n'attendait rien de moins qu'une 4e victoire. Le soleil de juillet brillait de tous ses feux, transformant les voiles blanches de centaines de navires spectateurs en une forêt de toiles éclatantes, et le pavillon royal sur la rive scintillait de banderoles et de drapeaux, tandis que des fanfares jouaient des marches triomphales, prématurées dans leur certitude. Le père de Béatrice était assis, recroquevillé près du mât, sa respiration laborieuse, la phtisie lui ayant dérobé la force qui avait autrefois fait du capitaine Josiah Wentworth une légende dans les cercles navals. Mais ses yeux brûlaient d'une fierté féroce alors qu'il regardait sa fille accomplir ce qu'il ne pouvait plus faire lui-même. La dernière marque se profilait à l'horizon, une bouée dansant sur les vagues à crête blanche, et Béatrice vit ce que Tilney, dans son arrogance, ne pouvait voir. Le subtil changement de direction du vent lorsque les courants côtiers rencontraient la haute mer, la façon dont le fanion du bateau du comité vira soudainement vers le nord-est au lieu de l'est. Elle avait étudié ces eaux depuis son enfance, y avait navigué en toutes saisons et par tous les temps, avait appris à lire la mer comme d'autres femmes lisaient des romans, et elle savait avec une certitude absolue que le vent changerait à nouveau dans précisément 40 secondes. Son cœur martelait ses côtes alors qu'elle prenait sa décision. Criant des ordres qui firent virer de bord le Seafoam dans une manœuvre qui paraissait suicidaire, coupant à l'intérieur de la position de Tilney à un angle qui arracha des halètements à la foule des spectateurs, qui pensaient qu'elle allait sûrement entrer en collision ou perdre complètement son vent. Le visage du comte devint violet de rage lorsqu'il réalisa son intention, et il hurla des ordres pour la bloquer, mais Béatrice s'était déjà engagée dans la manœuvre, ses mains se mouvant avec la grâce inconsciente de 20 ans de pratique, alors qu'elle ajustait le réglage des voiles et déplaçait son poids pour compenser la gîte. Le vent arriva exactement au moment où elle savait qu'il viendrait, gonflant la toile du Seafoam avec un claquement sec comme un coup de feu, et soudain il volait, le yacht répondant à son toucher comme une chose vivante, alors qu'il passait la poupe du Valiant à quelques centimètres près. Les jurons de Tilney portèrent sur l'eau, mais Béatrice n'avait d'attention pour rien d'autre que la ligne d'arrivée, la barre vivante dans sa main, le bateau parfaitement équilibré, chaque sens à l'écoute des messages subtils du vent et des vagues. Ils franchirent la ligne 3 secondes avant le Valiant, et le rugissement des bateaux de spectateurs fut assourdissant. Un mur de son qui s'abattit sur Béatrice comme une force physique, alors qu'elle s'autorisait enfin à respirer, à sentir le triomphe couler dans ses veines, chaud, doux et absolument mérité. Sa casquette s'envola à ce moment de victoire, emportée par une rafale de vent, et ses cheveux auburn se libérèrent en une cascade qui capta la lumière du soleil, et le rugissement de célébration se transforma en un instant en un murmure de stupeur qui ondula à travers les foules assemblées comme le vent dans l'herbe. Dans le terrible silence soudain qui suivit, Béatrice se tenait droite sur le pont du Seafoam, le menton levé et ses yeux gris-vert de la couleur d'une mer déchaînée, brillant de défi, même si ses mains commençaient à trembler au premier contact glacial de la compréhension. Le yacht de Lord Tilney s'approcha, et le beau visage du comte était tordu par une indignation
qui aurait pu être comique si elle n'avait pas été si venimeuse. Sa silhouette athlétique rigide d'une fierté masculine offensée, alors qu'il pointait un doigt accusateur à travers l'eau. Le bateau du comité s'approcha, drapeau au vent, et le président Whitmore se tenait à la proue avec une expression d'horreur scandalisée, sa silhouette corpulente tremblant d'indignation en contemplant la scène devant lui. Le père de Béatrice essaya de se lever, d'intervenir pour sa défense, mais la phthisie lui avait volé sa voix en même temps que sa force, et il s'effondra dans une quinte de toux qui projeta du sang sur le pont, et Béatrice se déplaça pour le soutenir, alors même que son cœur se serrait à la certitude de ce qui allait arriver. La voix de Lord Tilney porta sur l'eau avec la clarté d'une longue pratique du commandement, chaque mot choisi pour blesser et diminuer. Le comité disqualifiera bien sûr cette absurdité, annonça-t-il aux foules assemblées, son ton dégoulinant de mépris. Des femmes dans l'équipage de navires de course? Et après, on les laissera voter? Le rire qui suivit était laid, la liesse d'hommes dont les certitudes avaient été menacées et qui cherchaient un refuge dans la moquerie, et Béatrice sentit chaque rire comme un coup physique même si elle gardait son expression soigneusement neutre. « Mon père détient l'inscription légale, Lord Tilney, » répliqua-t-elle, sa voix portant malgré le tremblement qu'elle ne pouvait tout à fait réprimer. « J'ai simplement fait partie de l'équipage de son navire, ce que les règles autorisent pour les membres de la famille, ou craignez-vous ce précédent parce que vos propres fils pourraient s'avérer aussi incompétents que leur père face à une véritable compétition? Les allaitements devant son audace furent gratifiants pendant peut-être 3 secondes avant que la déclaration du président Whitmore ne tombe comme la lame d'un bourreau. « Mademoiselle Wentworth, » entonna-t-il avec la gravité d'un juge prononçant une sentence, « votre présence sur ce navire a jeté le déshonneur sur ce noble sport. La victoire est accordée à Lord Tilney, et vous et votre père êtes bannis des futures régates. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée, et Béatrice sentit l'injustice lui brûler la gorge, l'étouffant plus efficacement que n'importe quelle main autour de son cou. Dans le pavillon royal, debout à l'écart des foules rieuses, Sébastien Fairfax abaissa lentement sa longue-vue en laiton, ses yeux sombres pensifs, alors qu'il suivait la jeune femme qui se tenait si défiante sur le pont du Sea Foam malgré l'humiliation qui pleuvait sur elle. « Extraordinaire, » murmura-t-il à son compagnon, une affirmation plutôt qu'une question. « Avez-vous vu ce dernier virement de bord, Alistair? Ce n'était pas de la chance, c'était de la maîtrise. » Son compagnon, Lord Alistair Morland, haussa les épaules avec l'indifférence d'un homme qui se souciait peu de la voile et encore moins de la controverse sociale. Le comité semble prêt à l'oublier entièrement. « Votre grâce, » observa-t-il, mais Sébastien continua à regarder à travers sa longue vue, tandis que Béatrice aidait son père à descendre sous le pont, ses mouvements doux malgré le contrôle rigide de sa colonne vertébrale, la façon dont elle tenait la tête haute, même si les rires de la foule la suivaient, comme une malédiction. Le soleil de l'après-midi continuait de briller avec une splendeur indifférente, transformant le Solent en un champ de diamants, et les fanfares entamèrent une marche triomphale alors que Lord Tilney acceptait la coupe de la régate avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et tout autour d'eux, l'élite de l'Angleterre sirotait du champagne et convenait que vraiment, la fille Wentworth avait eu exactement ce qu'elle méritait pour avoir osé concourir dans un sport de gentleman. Mais Sébastien Fairfax se tenait silencieux et immobile, sa longue vue braquée sur le petit yacht qui se dirigeait lentement vers Portsmouth, et dans son esprit, des calculs se formaient déjà, des possibilités prenaient forme. Un plan commençait à se cristalliser qui changerait non seulement la vie d'une femme, mais aussi le cours de la voile anglaise elle-même. Le pont en bois du Sea Foam devint une scène d'humiliation. Entouré de centaines de bateaux remplis de spectateurs qui se répéteraient de cette histoire pendant des mois, qui hocheraient la tête devant le scandale et critiqueraient les filles qui ne connaissaient pas leur place, qui ne comprendraient jamais que ce dont ils avaient été témoins
n'était pas le déshonneur, mais l'excellence punie pour le crime d'exister dans le mauvais corps. Béatrice était assise sous le pont avec la tête de son père sur ses genoux, écoutant sa respiration laborieuse et le son lointain de la célébration depuis la rive, et elle se disait qu'elle ne pleurerait pas, qu'elle ne leur donnerait pas cette satisfaction, même si quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se fissurait et saignait d'une manière qui n'avait rien à voir avec des blessures physiques. Les embruns sur son visage se mêlaient à des larmes qu'elle ne reconnaîtrait jamais, et ses yeux gris-vert fixaient sans voir le mur de la cabine, tandis que son esprit rejouait ce virement de bord parfait, ce moment de maîtrise absolue, cette victoire qui serait à jamais effacée des registres comme si elle n'avait jamais eu lieu. 3 semaines après la régate, Beatrice Wentworth se tenait seule sur la plage froide de Portsmouth et se demandait si l'habileté sans opportunité était pire que de n'avoir aucune habileté du tout, ces mots perdus dans le vent qui fouettait sa cape autour de ses jambes et lui cinglaient le visage d'embrun salé. À quoi sert l'habileté, si le monde ne vous permettra jamais de l'exercer? Murmura-t-elle au rivage vide, sa voix amère d'une résignation qui s'était installée dans ses os comme l'humidité de l'hiver. J'aurais tout aussi bien pu naître sans main. Le cottage où elle retournait chaque matin était modeste, mais rempli des vestiges de la carrière navale de son père, des cartes couvrant des murs qui avaient autrefois été tapissés de fleurs, un chronomètre en laiton sur la cheminée qui ne donnait plus l'heure, des rouleaux de cordes dans les coins, et l'odeur de toile et de goudron qu'aucune aération ne pouvait tout à fait dissiper. Le capitaine Josiah Wentworth restait au lit la plupart du temps maintenant. La phtisie, qui n'avait été que gênante avant la régate, s'étant accélérée en quelque chose de bien plus sinistre, ses quintes de tout laissant des mouchoirs ensanglantés que Béatrice lavait en secret pour qu'il ne voie pas la preuve de son propre déclin. Ils avaient vendu sa collection d'instruments de marine la semaine précédente, les sextants, les longues-vues et les compas qui l'avaient guidé à travers des décennies de service, maintenant convertis en pièces qui paieraient l'apothicaire et le boucher, et le rachèteraient peut-être 1 mois de plus avant que des décisions plus difficiles ne doivent être prises. Les chroniques mondaines avaient été impitoyables dans leur couverture, chaque nouvelle édition apportant une nouvelle humiliation. La célibataire navigatrice l'avait surnommée l'une d'elles, tandis qu'une autre préférait l'embarras Wentworth, et les articles qui suivaient disséquaient chaque aspect de son caractère et de son histoire, avec la cruauté jubilatoire de la société, protégeant ses frontières. Elle était trop vieille à 26 ans, trop masculine dans ses activités, trop éduquée pour une femme et trop peu conventionnelle pour le mariage, et les quelques connaissances qui avaient toléré son excentricité lorsque son père avait encore des relations traversaient maintenant la rue plutôt que de reconnaître sa présence. Béatrice passait ses journées dans une routine qui ressemblait à une lente noyade, s'occupant de son père pendant ses pires heures, préparant des repas à partir de provisions de plus en plus maigres, et faisant de longues promenades solitaires sur la plage lorsque les ciels gris et le vent froid correspondaient à la désolation de son cœur. Ce n'est qu'à l'aube qu'elle s'autorisait la seule indulgence à laquelle elle ne pouvait renoncer, naviguant seule sur leur petit bateau de jour Perséphone, lorsque le monde dormait encore et que personne ne pouvait être témoin de son défi aux convenances, la barre dans sa main étant la seule chose qui la faisait se sentir un tant soit peu humaine. Sa mère était morte quand Béatrice avait 4 ans, un souvenir si lointain qu'il semblait plus un rêve qu'une réalité, et le capitaine Wentworth avait regardé sa petite fille et pris une décision qui façonnerait leurs 2 vies. N'ayant pas de fils et refusant de croire que le genre devrait déterminer la capacité, il avait élevé Béatrice comme il aurait élevé un garçon, lui apprenant la navigation avant qu'elle ne puisse lire de la poésie, le droit maritime avant qu'elle n'apprenne à danser, la voile avant qu'elle ne maîtrise le pianoforte. Elle pouvait calculer les marées en utilisant des tables lunaires, lire des cartes avec la précision de n'importe quel officier de marine et pisser une corde dans une 12aine de configurations différentes, et réciter les détails tactiques de chaque grande bataille navale du siècle passé,
de Trafalgar O'Neill. Cette éducation, donnée avec amour et fierté par un père qui ne voyait aucune limite au potentiel de sa fille, l'avait rendu impossible à marier dans une société qui valorisait les accomplissements d'ornement plutôt que les compétences pratiques. 3 saisons à Londres n'avaient abouti à aucune offre, seulement à une série de rencontres humiliantes avec des hommes qui étaient soit intimidés par ses connaissances, soit les rejetaient comme une aberration à corriger par le mariage. Un prétendant particulièrement mémorable l'avait informé qu'aucun homme ne voulait d'une femme qui pouvait naviguer mieux que lui, tandis qu'un autre avait suggéré que son obsession maritime était clairement une compensation pour le vide de sa nature féminine. Elle s'était retirée à Portsmouth après la 3e saison ratée, se disant qu'elle préférait la compagnie honnête des bateaux à la compagnie malhonnête des salons, mais la solitude s'était installée en elle comme une douleur physique qu'aucune quantité de voile ne pouvait tout à fait apaiser. Maintenant, à 26 ans et notoire, elle était convaincue que sa vie était effectivement terminée, trop vieille et trop scandaleuse pour le mariage, sans débouché acceptable pour la passion qui brûlait dans sa poitrine chaque fois qu'elle sentait le vent sur son visage et un pont sous ses pieds. Le matin où elle rentra de sa navigation à l'aube pour trouver le port de Portsmouth transformé, Béatrice pensa d'abord qu'elle hallucinait par manque de sommeil, ou peut-être par la lente inanition de l'espoir. Ancrée dans le port, magnifique et impossible, se trouvait une goélette à 3 mâts si nouvellement construite que sa peinture brillait même dans la faible lumière du matin, ses lignes si parfaites qu'elles lui serraient la gorge de désir. Le navire ne battait aucun pavillon, ne portait aucun nom qu'elle puisse voir du rivage, et reposait dans l'eau avec l'équilibre gracieux d'une chose construite par des maîtres qui comprenaient que les navires n'étaient pas seulement du bois et de la toile, mais des partenariats vivants entre la volonté humaine et la force naturelle. Elle était encore en train de regarder fixement lorsque Mme Gardiner, leur gouvernante, arriva en courant sur le sentier de la plage avec la nouvelle qu'un courrier de la marine était arrivé avec une lettre pour le capitaine Wentworth, et les mains de Béatrice tremblaient alors qu'elle aidait son père à s'asseoir pour recevoir l'enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété, le langage juridique précis et officiel, transférant le titre non seulement de la goélette qui portait le nom de Le Méridien, mais aussi de 2 plus petits yachts de course appelés Céleste et Au Vent, les 3 navires étant enregistrés au nom de Béatrice comme si une telle chose était parfaitement ordinaire, plutôt que complètement sans précédent. La lettre était brève, signée simplement des initiales SF, et son contenu fit marteler le cœur de Béatrice contre ses côtes avec un espoir qu'elle avait peur de reconnaître. « Mademoiselle Wentworth, » disait la lettre d'une main forte et anguleuse, « votre habileté mérite une flotte digne de ce nom. Ces navires nécessitent un capitaine expérimenté pour leurs voyages inauguraux, et je souhaiterais vous engager comme maître de navigation pour mes investissements maritimes. Veuillez vous présenter à Thornbury House à Londres dès que possible pour discuter des termes. » Le capitaine Wentworth lut la lettre 2 fois, ses mains tremblant plus que de simple maladie, son expression passant par la confusion, la reconnaissance et quelque chose qui aurait pu être une joie prudente. « SF » murmura-t-il, la voix rauque. Sebastian Fairfax, le duc de Thornbury. Mon Dieu! Béatrice sentit la pièce basculer légèrement, l'impossibilité qu'un duc envoie des navires à une célibataire déshonorée trop énorme pour être traitée. Pourquoi un duc enverrait-il des navires à une célibataire déshonorée qu'il n'a jamais rencontrée? Demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre même si son esprit parcourait les possibilités, chacune plus improbable que la précédente. Son père la regarda avec des yeux qui avaient vu trop de la cruauté du monde pour être facilement trompés par une générosité apparente, peut-être parce qu'il reconnaît que le déshonneur et le mérite ne sont pas toujours alignés, dit-il lentement. Sebastian Fairfax était aspirant sous l'amiral Collingwood à Trafalgar, s'est distingué au combat,
est devenu duc de manière inattendue lorsque ses deux frères aînés sont morts dans un accident de voiture. Il est connu dans les cercles navals comme un homme aux opinions peu conventionnelles et d'une grande droiture. Iras-tu à Londres? La question resta en suspens entre eux, lourde de toutes les complications de la fierté et du désespoir, de l'espoir et de la peur. Le premier instinct de Béatrice fut le refus, la certitude que cela devait être une blague élaborée ou pire, qu'aucun homme ne donnait de navire à une femme sans attendre quelque chose en retour qu'elle ne donnerait jamais volontairement. Mais ensuite, elle regarda par la fenêtre le Méridien à l'ancre dans le port de Portsmouth, la lumière du matin transformant ses voiles nord, et elle sentit quelque chose se fissurer dans l'engourdissement prudent qu'elle avait construit autour de son cœur. Elle se rendit seule au port, laissant son père se reposer, et le capitaine du port la laissa prendre la petite annexe jusqu'à la goélette sans poser de questions. Peut-être parce que l'acte dans sa poche portait son nom, ou peut-être parce que son visage portait l'expression d'une femme qui ne se verrait pas refuser. Monter à bord du Méridien, c'était comme entrer dans un rêve, chaque détail parfait, du pont en teck lisse comme de la soie sous ses bottes aux ferrures en laiton qui brillaient d'un poli frais, au gréement qui montrait le travail de maître qui comprenait que des vies dépendaient de la solidité de chaque nœud. Elle passa ses mains sur les bastangages, toucha le gouvernail avec des doigts respectueux, examina l'inventaire des voiles et trouva une toile d'une qualité qu'elle n'avait jamais qu'imaginée, et à chaque découverte, l'espoir qu'elle avait essayé de réprimer grandissait, plus fort et plus douloureux. Le plus beau navire qu'elle ait jamais vu, construit avec soin, habileté et des ressources au-delà de tout ce qu'elle aurait pu rêver, et il portait son nom sur l'acte comme si elle avait tout à fait le droit de commander une telle magnificence. Les larmes vinrent alors, non pas de tristesse, mais du fait d'être vraiment vue pour la première fois de sa vie, de la compréhension que quelqu'un, quelque part, avait été témoin de son habileté, et avait pensé qu'elle méritait non pas la censure, mais la célébration, non pas la punition, mais la récompense. Elle se tenait au gouvernail du Méridien, des larmes coulant sur son visage, et se laissa sentir l'espoir qu'elle avait eu peur de reconnaître. La possibilité que peut-être sa vie n'était pas terminée après tout, que peut-être le monde était plus grand, plus étrange et plus plein de grâces inattendues qu'elle n'avait osé le croire. Quand elle retourna au cottage, son père était assis dans son lit avec plus d'animation qu'elle n'en avait vu depuis des semaines, et la question dans ses yeux était claire, avant même qu'il ne parle. « Comment pourrais-je ne pas y aller ?» dit-elle, sa voix stable malgré le tumulte dans sa poitrine. « Papa, quelqu'un m'a enfin offert la seule chose que j'ai toujours voulu, la chance de naviguer sans excuse. » La décision prise, Béatrice commença les préparatifs pour le voyage à Londres avec un mélange d'appréhension et de détermination féroce, emballant ses quelques robes respectables et essayant de ne pas trop penser au genre d'homme qui envoyait des navires à des inconnus ou à ce qu'ils pourraient attendre en retour. Les 3 navires restaient dans le port de Portsmouth, le Méridien, céleste et à haut vent flottant comme des promesses, ou peut-être comme des questions, leur présence un rappel constant que quelque part à Londres, un duc nommé Sébastien Fairfax l'avait vu courir et était parvenu à une conclusion que personne d'autre n'avait atteinte, que son habileté valait la peine d'être investie plutôt que réprimée. Le contraste entre le luxe de ces navires et la réalité ouvrière des circonstances réduites de Béatrice était saisissant. La peinture brillante et le gréement parfait, une réprimande au cottage miteux et au placard vide. La possibilité qu'il représentait presque douloureuse dans sa luminosité contre la résignation grise des 3 dernières semaines. Le port de Portsmouth bourdonnait de son trafic habituel de navires de guerre et de navires marchands, marins et dockers, vacants à leurs occupations avec la compétence désinvolte des hommes qui gagnaient leur vie de la mer, et aucun d'eux ne semblait trouver remarquable que 3 magnifiques navires soient maintenant à l'ancre avec le nom d'une femme sur leurs actes. Lors de son dernier matin avant de partir pour Londres,
Béatrice navigua une dernière fois sur Perséphone, regardant le soleil se lever sur une eau qui avait été sa consolation et sa prison, et elle se fit la promesse que quoi qu'il arrive à Londres, quels que soient les véritables motifs du duc, elle ne renoncerait pas à la seule chose qui faisait d'elle ce qu'elle était. Elle naviguerait, ou elle se noierait, mais elle ne prétendrait plus jamais être moins que ce qu'elle était. Béatrice arriva à Thornbury House à Mayfair, portant sa meilleure robe de jour, simple. Pratique et démodée depuis des années, le tissu délavé par le soleil et l'air salin, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle montait les marches d'un manoir si grandiose qu'il faisait ressembler son cottage de Portsmouth à une cabane de jardin. Elle avait laissé son père aux soins de Madame Gardiner avec des instructions strictes concernant ses médicaments et ses repas, et pendant tout le trajet jusqu'à Londres, elle avait répété cette rencontre dans son esprit, se préparant à un vieil homme lubrique qui la voulait comme une curiosité ou peut-être pire, ou à un aristocrate condescendante qui traiterait son habileté maritime comme une aberration amusante à exhiber lors de dîners, tel un animal dressé, exécutant des tours. Le majordome qui répondit à sa porte regarda sa robe usée, avec une expression qui réussissait à transmettre à la fois une neutralité professionnelle et un subtil dédain, mais il la fit entrer sans commentaire, la conduisant à travers des couloirs décorés de peintures valant plus que ce qu'elle gagnerait en une vie, passant devant des salons remplis de meubles si délicats qu'ils semblaient conçus pour décourager toute utilisation réelle. Elle était préparée à l'ostentation, à ce genre de démonstration masculine qui proclamait la richesse et le pouvoir par l'excès. Mais lorsque le majordome ouvrit la porte de la bibliothèque, Béatrice s'arrêta si brusquement qu'elle faillit trébucher, le souffle coupé à une vue qui fit se dissoudre toutes ses préconceptions comme la brume matinale. La bibliothèque n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas une collection de volumes reliés en cuir achetés au maître pour impressionner les visiteurs, mais une archive de travail de connaissances maritimes qui parlait d'une passion authentique et de décennies d'études. Des cartes originales des voyages de Cook étaient encadrées sur des murs de boiseries sombres. Des maquettes de navires de toutes les époques de l'histoire navale occupaient en chaque surface. Des cogs médiévaux aux frégates modernes. Des instruments maritimes brillaient dans des vitrines. Un mur entier d'histoire navale classé non pas par ordre alphabétique mais chronologique, montrant un esprit qui pensait en termes d'évolution et de progression. L'odeur de cuir et de cire d'abeille emplissait l'air. La lumière de l'après-midi filtrait à travers de hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme de minuscules navires sur des courants invisibles, et sur le bureau massif au centre de la pièce, des cartes étaient étalées et lestées au coin par des instruments que Béatrice reconnut comme des outils de navigation sérieuses et non des antiquités décoratives. Elle était encore en train de cataloguer les détails, son œil exercé notant un globe qui semblait réellement précis plutôt que décorativement approximatif, lorsque le duc entra et elle se tourna pour faire face à un homme qui ne ressemblait en rien à ses imaginations. Sébastien Fairfax était grand, les cheveux sombres avec des fils d'argent aux tempes suggérant qu'il avait peut-être la mi-trentaine. Ses yeux bruns intelligents et scrutateurs, alors qu'il rencontrait les siens avec une franchise qui ne contenait ni condescendance, ni moquerie, ni intérêt déplacé, mais plutôt l'attention concentrée de quelqu'un évaluant un confrère professionnel. Il était habillé simplement pour un duc, sans breloques ni ornements excessifs, son manteau bien coupé mais discret, clairement plus à l'aise dans cette bibliothèque qu'il ne le serait dans une salle de bal. Et quand il s'inclina, ce fut avec l'économie de mouvement qui parlait d'un entraînement naval plutôt que des fioritures élaborées du grand monde. « Mademoiselle Wentworth ?» dit-il, sa voix calme et posée. « Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Londres. J'espère que votre trajet n'a pas été trop pénible. » Elle fit une révérence automatiquement, ses murs de défense fermement en place, prête à parer à tout ce qui viendrait ensuite. « Votre grâce, répondit-elle, son ton soigneusement neutre.
J'avoue être curieuse au sujet de votre lettre et de votre très généreux cadeau, bien que je ne sois pas certaine de comprendre ni l'un ni l'autre. » Sébastien désigna les chaises près de la fenêtre, une invitation plutôt qu'un ordre, et alors que Béatrice s'asseyait, elle remarqua qu'il ne choisissait pas le plus grand fauteuil qui aurait souligné son statut, mais celui en face du sien, créant une impression d'égalité qui semblait délibérée. « Avant de discuter d'affaires, dit-il, je me demandais si je pouvais avoir votre opinion sur une question technique qui me préoccupe. » Il se leva et prit une maquette de navire sur une étagère voisine, un yacht de course élégante avec une configuration de quille inhabituelle. « J'ai expérimenté des conceptions à plus grand tirant d'eau pour améliorer les performances auprès, mais je m'inquiète du compromis en matière de manœuvrabilité. Quelle serait votre évaluation de cette approche? » C'était si inattendu, si sincèrement intéressé plutôt que condescendant, que Béatrice se retrouva à se pencher pour examiner la maquette avant que sa méfiance ne puisse l'en empêcher. « La quille est trop agressive pour la course côtière, » dit-elle lentement, ses doigts traçant les lignes sans tout à fait toucher le bois délicat. « Vous gagneriez certainement en capacité de remonter au vent, mais perdriez en flexibilité tactique sur des parcours serrés avec des virements de bord fréquents, et le plus grand tirant d'eau limiterait vos options dans les eaux peu profondes. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec une confiance croissante. « Si vous réduisiez la profondeur de la quille d'environ 2 pouces, mais augmentiez la concentration du lest plus bas dans la profondeur restante, vous pourriez obtenir un moment de redressement similaire sans sacrifier la manœuvrabilité. » Les yeux de Sébastien s'illuminèrent d'intérêt, et il se pencha en avant, sa réserve aristocratique cédant la place à un enthousiasme sincère. « C'est précisément ce que mon charpentier de marine a suggéré. Mais je voulais un deuxième avis de quelqu'un ayant une expérience pratique de la course plutôt que des connaissances purement théoriques. Dites-moi, comment configureriez-vous le plan de voilure pour optimiser une telle conception? » Et soudain, ils étaient plongés dans une discussion technique, débattant des mérites de différentes configurations de voiles et d'approches de gréement, argumentant respectueusement sur le fait de savoir si un gréement aurique ou bermudien offrait de meilleures performances dans des conditions variables, explorant les mathématiques de la vitesse de coque et la physique de l'interaction du vent avec la toile. Béatrice oublia d'être nerveuse, oublia de surveiller ses mots, parla avec la précision passionnée qu'elle avait apprise de son père et affinée par des années d'études et de pratique. Sébastien contestait ses idées non pas avec dédain, mais avec réflexion, posant des questions qui révélaient ses propres connaissances considérables, souriant légèrement lorsqu'elle le prenait en défaut de calcul ou offrait une perspective qu'il n'avait pas envisagée. La conversation porta sur des sujets allant des techniques de navigation à l'entretien approprié des ponts en teck, et Béatrice découvrit avec une sorte d'émerveillement qu'elle s'amusait, que ce duc parlait sa langue non pas avec hésitation, comme un touriste essayant une langue étrangère, mais couramment, comme un locuteur natif. 1 heure s'écoula avant que Sébastien ne ramène finalement la conversation à la raison de sa visite, et Béatrice réalisa qu'elle avait été si absorbée qu'elle avait oublié de maintenir sa méfiance. « Mademoiselle Wentworth, dit-il, son ton devenant plus formel bien que non moins respectueux, je devrais vous expliquer pourquoi je vous ai demandé de venir ici. J'ai été témoin de votre navigation à l'île de Wight. Ce dernier virement de bord était brillant. Vous avez compris le cisaillement du vent d'une manière que Tilney n'aurait jamais pu. C'était la plus belle manœuvre de voile que j'ai vue en 20 ans d'observation de régate. » Le compliment, livré sans flatterie ni exagération, serra la gorge de Béatrice. « Alors pourquoi n'avez-vous pas parlé pour ma défense, votre grâce ?» demanda-t-elle, incapable de retenir une pointe d'amertume dans sa voix. « Vous étiez là, dans le pavillon royal. Votre parole aurait pu avoir du poids. » Sébastien la regarda droit dans les yeux, sans se dérober à l'accusation implicite dans sa question. « L'aurait-elle eu ?» demanda-t-il doucement. « Contre des siècles de préjugés et l'orgueil blessé du comte ? Je ne pense pas. J'ai envisagé d'intervenir et j'ai conclu que cela n'aurait rien accompli.
sauf peut-être aggraver votre position en suggérant que vous aviez besoin de la protection d'un homme pour valider votre accomplissement. Mais je peux offrir quelque chose de plus utile que des mots. Je peux offrir une opportunité. Béatrice sentit ses défenses se relever, la méfiance familière revenante. « Pardonnez ma franchise, » dit-elle, « mais les hommes n'offrent généralement pas aux femmes un emploi substantiel sans certaines attentes. » L'expression de Sébastien ne changea pas. Aucune offense prise, aucune surprise devant sa franchise. « Mon attente, mademoiselle Wentworth, dit-il, sa voix ferme et claire, est que vous révolutionniez la voile anglaise, rien de plus et rien de moins. » La sincérité dans sa voix était presque douloureuse à entendre, si différente de la manipulation prudente à laquelle elle avait appris à s'attendre de la part des hommes de sa classe. « Pourquoi ?» exigea-t-elle, sa frustration perçant à travers son contrôle prudent. « Pourquoi un duc se soucie-t-il des compétitions maritimes ou des capacités des femmes ?» Sébastien resta silencieux un instant, son regard dérivant vers la fenêtre où les bruits de Londres filtraient, les calèches, les vendeurs de rue et les appels lointains des marchands, la ville vacante à ses occupations, indifférente à la conversation qui se déroulait dans cette bibliothèque. « Parce que j'étais à Trafalgar, mademoiselle Wentworth, » dit-il finalement. « J'ai vu ce qui se passe lorsque le talent est utilisé indépendamment des conventions. L'amiral Collingwood promouvait les hommes en fonction de leurs compétences, pas de leur naissance. Nous avons gagné cette bataille parce que les meilleurs marins étaient au bon poste. L'Angleterre est pleine de talents gaspillés, des femmes aux esprits brillants confinés dans des salons, des hommes des classes inférieures privés d'éducation. Ce n'est pas seulement injuste, c'est stratégiquement stupide. » Il se tourna de nouveau vers elle, ses yeux bruns sérieux. « Je veux parrainer une série de courses privées et de compétitions maritimes, ouvertes aux marins compétents quel que soit leur sexe, avec des prix substantiels. J'ai besoin de quelqu'un pour concevoir les parcours, juger les compétitions, commander les voyages de démonstration. Je vous offre non pas la charité, mais un emploi en tant que ma conseillère maritime et capitaine de ma flotte de course. » Le salaire qu'il nomma fit sursauter le cœur de Béatrice. C'était plus que ce que son père avait gagné dans ses meilleures années, assez pour assurer son confort et ses soins médicaux, assez pour restaurer une certaine dignité à leurs circonstances réduites. « Il y a une condition, » continua Sébastien. « Vous devez rester à Londres pour la saison, être vu en société sous mon parrainage, m'aider à défier les vues de l'establishment sur les capacités des femmes. Votre visibilité sera aussi importante que vos contributions techniques. » Béatrice le regarda fixement, déchirée entre la fierté qui voulait refuser tout ce qui ressemblait à de la charité, le pragmatisme qui avait désespérément besoin de l'argent pour les soins de son père, et un espoir inattendu que cela pourrait la justifier, non seulement elle, mais toutes les femmes à qui l'on avait dit que leurs ambitions étaient inappropriées. Elle observa attentivement Sébastien à la recherche de signes de moquerie ou d'attraction déplacée, ne trouva ni l'un ni l'autre dans son regard constant, seulement du respect, de la détermination et quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. Le contraste entre cet espace intellectuel masculin et les salons frivoles qu'elle associait à l'aristocratie n'aurait pu être plus frappant. Voici un homme qui avait construit un sanctuaire pour la pensée sérieuse plutôt que pour la performance sociale, et il lui offrait de le partager avec elle, non pas comme une curiosité, mais comme une collègue. « Votre grâce, » dit-elle lentement, « j'accepte votre offre, mais je dois être clair sur le fait que je ne compromettrai ni mes principes ni ma personne pour aucun salaire, aussi généreux soit-il. » Sébastien sourit alors, une expression pleine et sincère qui transforma son visage sérieux. « Mademoiselle Wentworth, » dit-il, « je ne vous respecterais pas à moitié autant si vous étiez prête à compromettre l'un ou l'autre. Nous avons donc un accord. Bienvenue au défi maritime Thornbury. » Et Béatrice sentit quelque chose se déployer dans sa poitrine, fragile et prudent,
mais indubitablement de l'espoir. La possibilité que peut-être sa vie n'était pas le cercle fermé d'options décroissantes qu'elle avait cru, mais plutôt un port d'où de nouveaux voyages pourraient encore partir. Au cours des 6 semaines suivantes, Béatrice devint une figure incontournable des chantiers navals et des quais de Thornbury, travaillant aux côtés de Sebastian pour préparer le défi maritime Thornbury inaugural. Et elle découvrit qu'elle possédait 2 existences entièrement distinctes qui lui donnaient l'impression de vivre 2 vies différentes dans le même corps. Le jour, elle était le capitaine Wentworth, respecté et consulté. Concevant des parcours de course qui testeraient l'habileté plutôt que la simple vitesse, inspectant les navires avec l'œil critique de quelqu'un qui comprenait que des vies dépendaient d'une construction solide, menant des essais en mer sur le méridien, qui attiraient des foules curieuses se rassemblant sur les quais pour regarder une femme commander un équipage, avec l'autorité désinvolte d'une longue pratique. Les chantiers navals sentaient le bois frais et le goudron, les voileries étaient remplies de toiles à tous les stades de construction, et la Tamise coulait, transportant un trafic allant des barges à charbon aux bateaux de plaisance, la grande artère du commerce de Londres indifférente à la petite révolution qui se déroulait sur ses rives. Sébastien travaillait à ses côtés pendant ces journées, non pas au-dessus d'elle ou séparé d'elle, mais véritablement à ses côtés, sa veste jetée et ses manches retroussées, alors qu'il aidait à mesurer les parcours ou consultait les charpentiers de marine, et Béatrice se surprit à se détendre dans un partenariat qui semblait naturel d'une manière que rien dans sa vie n'avait semblé naturel auparavant. Mais la nuit, elle devenait quelqu'un d'autre. Cette femme de la régate, dont on chuchotait dans les bals et les dîners, paradant dans des salles de bal scintillantes en soie empruntée, tandis que les aristocrates la dévisageaient, spéculaient et la jugeaient. Sébastien insistait pour qu'elle apparaisse avec lui à des événements sociaux, choisis pour rallier le soutien d'aristocrates progressistes et pour normaliser sa présence. Et Béatrice comprenait la stratégie même si elle en détestait l'exécution, chaque soirée étant une performance épuisante où elle devait être décorative mais pas frivole, compétente mais pas menaçante, accomplie mais pas arrogante, naviguant dans des courants sociaux plus traîtres que tous ceux qu'elle avait affrontés sur l'eau. Le bal des Whitmore était particulièrement opulent, des lustres en cristal projetant une lumière qui se fracturait en arcs en ciel, un orchestre jouant des valses qui rendaient la conversation difficile, des centaines de bougies dans des chandeliers en argent rendant l'air épais et chaud, de la soie et des bijoux partout dans un étalage de richesse qui rendait Béatrice aiguement consciente de ses parures empruntées et de ses origines provinciales. Lord Edmund Tilney avait entamé une campagne calculée pour saper le défi Thornbury, répandant des rumeurs selon lesquelles il s'agissait d'une folie coûteuse pour satisfaire la maîtresse excentrique du duc, faisant pression pour que les événements soient interdits d'utiliser les sites maritimes établis, et son opposition semblait en partie due à la fierté masculine, mais aussi à quelque chose de plus désespéré. Des rumeurs suggéraient qu'il avait des dettes de jeu et avait besoin de l'argent des prix des régates qu'il ne pouvait plus dominer si les femmes étaient autorisées à concourir. Pendant ces semaines, Béatrice et Sébastien passèrent de longues heures ensemble qui allaient au-delà de leur collaboration professionnelle, naviguant à l'aube lorsque la Tamise était calme et la ville encore endormie, discutant de stratégie lors de dîners à Thornbury House, après des journées épuisantes où ni l'un ni l'autre n'avait l'énergie pour la performance sociale, leur conversation s'étendant bien au-delà des questions maritimes pour aborder la philosophie, la politique et la littérature. Béatrice découvrit que Sébastien lisait beaucoup et de manière éclectique, soutenant des causes réformistes allant de l'abolition de l'esclavage aux droits des travailleurs, en passant par l'élargissement de l'accès à l'éducation. Et il possédait un esprit sec qui la surprenait, en la faisant rire sincèrement quand elle s'y attendait le moins, faisant des observations sur les absurdités du grand monde, d'autant plus drôles qu'elles étaient livrées sur son ton sérieux.
Sébastien découvrit les vulnérabilités cachées de Béatrice sous son extérieur capable. La solitude qui avait marqué toute sa vie d'adulte, le chagrin de la santé déclinante de son père qu'elle portait comme un poids qu'elle ne pouvait jamais poser, et la croyance profonde qu'elle ne serait jamais vraiment acceptée, peu importe son habileté. Elle commença à lui faire confiance d'une manière qui la terrifiait, commença à attendre avec impatience leur temps ensemble, avec une anticipation qui semblait dangereuse, mais elle gardait son cœur soigneusement car elle restait convaincue qu'il la voyait comme un projet intéressant plutôt que comme une femme, son respect professionnel plutôt que personnel, sa gentillesse du genre que l'on pourrait montrer à un étudiant prometteur ou à un collègue utile. Sébastien luttait avec des sentiments qu'il n'avait pas anticipés et ne savait pas comment exprimer. Son attirance pour l'esprit de Béatrice se transformant en quelque chose de plus compliqué et de plus dévorant, mais il maintenait une réserve aristocratique car il craignait de la faire fuir, craignait que le moindre soupçon d'intérêt romantique ne lui fasse douter que son respect professionnel était sincère ou simplement une séduction élaborée. La tension entre eux grandissait comme un orage se formant à un horizon clair, invisible pour les étrangers, mais palpable pour quiconque y prêtait attention, et elle atteignit un point de rupture au bal des Whitmore lorsque Lord Tilney passa à l'attaque. La duchesse de Whitmore était la tante de Sébastien, une redoutable matrone de la société qui soutenait son projet avec une combinaison de convictions progressistes, sinces et de plaisir aristocratique à scandaliser ses pairs. Et son bal était fréquenté par tous ceux qui comptaient dans la société londonienne, ce qui en faisait la scène parfaite pour la confrontation. Béatrice se tenait près de la table des rafraîchissements, essayant d'avoir l'air à l'aise dans une robe de soie bleu profond que Sébastien avait insisté pour lui fournir, lorsque Lord Tilney s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et une voix calculée pour porter jusqu'aux invités environnants. « Mademoiselle Wentworth, » dit-il avec une fausse courtoisie, « j'ai entendu des choses si remarquables sur la poursuite de vos activités de navigation, tout à fait sans précédent pour une dame. » Béatrice sentit tous les yeux des environs se tourner vers eux, sentit le poids de l'attente et du jugement, et elle garda sa voix égale et dédaigneuse. « Lord Tilney, je n'ai rien à vous prouver. Votre ego n'est pas ma responsabilité. » Son sourire s'aiguisa en quelque chose de plus prédateur. « Avez-vous peur de ne pas pouvoir reproduire votre unique victoire, Mademoiselle Wentworth ?» demanda-t-il, son ton suggérant que la réponse était évidente. « Si vous avez vraiment du talent, faisons une nouvelle course, sanctionnée correctement cette fois, avec des équipages masculins pour éliminer tout avantage que votre silhouette plus légère aurait pu vous procurer. » L'insinuation était claire et insultante, que sa victoire était due à la répartition du poids du navire plutôt qu'à son habileté, et Béatrice sentit la rage l'envahir, chaude et clarifiante. Avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse dire à Tilney exactement ce qu'elle pensait de ses insinuations et de son insécurité masculine, la voix de Sébastien coupa à travers la foule murmurante. « Messieurs et mesdames, » dit-il avec l'autorité d'un duc habitué à être entendu, « je propose que nous testions l'hypothèse de Lord Tilney dans des conditions contrôlées. » Il s'avança, se plaçant légèrement devant Béatrice dans un geste qu'elle reconnut immédiatement comme protecteur et qui lui fit serrer les dents de frustration. « Lord Tilney, j'accepte au nom de Mademoiselle Wentworth, mais avec des termes modifiés. Vous naviguerez tous les deux sur des navires identiques de ma flotte, avec des équipages de votre choix. Le parcours sera conçu par des parties neutres, et les enjeux, si Mademoiselle Wentworth gagne, vous reconnaîtrez publiquement son habileté et cesserez votre opposition au défi Thornbury. Si vous gagnez, je dissoudrai le défi et Mademoiselle Wentworth se retirera entièrement de la voile. » La foule haleta à l'audace du pari, aux enjeux qui semblaient incroyablement élevés, et Béatrice resta figée de choc et de fureur montante, alors que Tilney acceptait avec une satisfaction évidente et que les aristocrates environnants commençaient à parler avec enthousiasme de ce nouveau scandale. Elle attendit que Sébastien se tourne vers elle,
avec une expression de satisfaction, attendant clairement de la gratitude ou du moins son accord, et elle le regarda avec un air qui le fit hésiter. « Le jardin » dit-elle doucement, sa voix dangereusement contrôlée. « Maintenant. » Elle se tourna et se dirigea vers les portes de la terrasse sans attendre de voir s'il la suivait, sachant qu'il le ferait. Ayant besoin d'intimité pour dire ce qu'elle avait à dire sans un public de commères jubilatoires. Le jardin des Whitmore était éclairé par la lune et embaumait la rose, le parfum des fleurs se mêlant à la légère odeur de la rivière qui imprégnait tout Londres, et le son lointain de la musique et des rires provenant de la salle de bal rendaient leur isolement à la fois privé et précaire. « Comment osez-vous » dit Béatrice dès qu'ils furent seuls, sa voix tremblant de rage. « Comment osez-vous parier mon avenir tout entier sans me consulter? Suis-je votre employé ou votre possession, votre grâce ?» Sébastien parut sincèrement surpris par sa colère, son expression passant à une frustration défensive. « Je défendais votre honneur, » dit-il comme si cela expliquait tout. Béatrice s'approcha. Assez près pour devoir pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel, assez près pour que l'intimité de leur proximité semble presque violente. « Je n'ai pas besoin que vous me défendiez, » dit-elle férocement. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Vous prétendez valoriser mon jugement en matière maritime, et pourtant vous prenez des décisions sur ma vie comme si j'étais une enfant ou une idiote. » « Mais Béatrice, cet homme vous insultait publiquement, » protesta Sébastien, sa propre frustration perçant à travers son contrôle habituel. « Qu'auriez-vous voulu que je fasse? Rester à l'écart? » « Oui, » dit-elle, le mot aussi tranchant qu'une lame. « Ou me demander ce que je voulais. Vous n'êtes pas différent de mon père ou de n'importe quel autre homme. Vous prétendez me voir comme capable, mais quand cela compte, vous me traitez toujours comme quelqu'un à protéger plutôt qu'à consulter. » L'accusation resta en suspens entre eux dans le jardin éclairé par la lune, et Sébastien tressaillit comme si elle l'avait frappé, son visage se figeant avec l'expression de quelqu'un reconnaissant une vérité inconfortable. Ils se tenaient assez près pour parler doucement mais intensément, assez près pour que Béatrice puisse voir le conflit dans ses yeux bruns, la façon dont sa mâchoire se serrait, alors qu'il traitait ses paroles. « Vous avez raison, » dit-il finalement, sa voix calme et dépouillée de toute défensive. « Je m'excuse, je suis devenu si habitué à... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « À me soucier de votre bien-être que j'ai oublié de respecter votre autonomie. Cela ne se reproduira plus. » L'aveu surprit Béatrice presque autant que sa présomption initiale l'avait mise en colère, et elle sentit une partie de sa fureur se dissiper, laissant derrière elle l'épuisement et une dangereuse vulnérabilité. « Pourquoi vous souciez-vous » demanda-t-elle, entendant la question sous la question, ayant besoin de comprendre si son souci était professionnel ou toute autre chose. Sébastien la regarda droit dans les yeux, et au clair de lune, son visage était sans garde d'une manière qu'il ne l'était jamais dans les salles de bal ou même dans l'intimité de sa bibliothèque. « Parce que vous êtes la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, » dit-il simplement. « Parce que vous voir naviguer, c'est comme regarder quelqu'un parler une langue que j'ai passé toute ma vie à essayer d'apprendre couramment. Parce que votre esprit défie le mien d'une manière dont je ne savais pas avoir besoin, parce que la pensée que vous soyez diminuée ou réduite au silence me donne envie de démolir toute structure qui tenterait de le faire. » Il s'arrêta, semblant réaliser qu'il en avait dit plus qu'il n'en avait de l'intention, et Béatrice sentit son cœur marteler ses côtes avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir ou de la terreur. « Mais cela ne me donne pas le droit de faire vos choix pour vous, » continua Sébastien, sa voix plus ferme maintenant. « Vous avez raison, je vous ai traité comme quelqu'un à protéger plutôt que comme la professionnelle capable que vous êtes, et j'en suis désolé. » Béatrice voulait rester en colère, voulait s'accrocher à sa fureur comme protection contre les sentiments que ses paroles suscitaient dans sa poitrine, mais elle se retrouva à s'adoucir malgré ses meilleurs efforts. «
je courais contre Tilney, dit-elle doucement. Non pas parce que vous avez accepté le défi, mais parce que je le choisis, parce qu'il doit recevoir une réponse et parce que d'autres femmes ont besoin de voir que nous pouvons gagner, même lorsque les chances sont délibérément contre nous. Sébastien hocha la tête, le respect et autre chose réchauffant son expression. Alors nous nous préparerons ensemble, dit-il. En tant que partenaire, avec vous prenant les décisions finales sur la stratégie et l'approche. Il se tenait dans le jardin éclairé par la lune, avec le parfum des roses autour d'eux et la musique lointaine flottant dans l'air nocturne, et Béatrice réalisa que quelque chose avait changé entre eux, que la dispute les avait paradoxalement rapprochés en forçant une honnêteté qu'aucun n'avait été prêt à risquer auparavant. L'intimité de leur colère avait fait éclater quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient reconnu, et alors qu'ils retournaient dans la salle de bal côte à côte, Béatrice sentit le fondement de leur partenariat se transformer en quelque chose de plus profond, de plus dangereux et d'infiniment plus précieux qu'un simple respect professionnel. La course entre Béatrice et Lord Tilney était prévue pour 3 semaines plus tard, leur laissant le temps de se préparer, et elle aurait lieu sur l'estuaire de la Tamise, un parcours notoirement difficile, avec des courants changeants et des vents imprévisibles, où la connaissance locale comptait autant que l'habileté. Tous deux navigueraient sur des sloops identiques de 30 pieds de la flotte de Sébastien, nivelant tout avantage d'équipement, et l'événement avait captivé l'imagination du public d'une manière qui surprit tout le monde, les journaux le couvrant quotidiennement avec des spéculations et des commentaires, des paris placés dans les clubs et les tavernes de tout Londres, des foules prévoyant de border les rives pour assister à ce que les journaux appelaient la course du siècle. Béatrice se jeta dans la préparation avec une concentration quasi obsessionnelle, étudiant les cartes de l'estuaire jusqu'à pouvoir y naviguer à l'aveugle, pratiquant les manœuvres jusqu'à ce que ses mains saignent et que ses muscles crient, poussant son équipage temporaire et elle-même à travers des exercices qui les laissaient épuisés mais parfaitement coordonnés. Sébastien proposa de l'aider, offrit ses propres connaissances et son expérience considérable, mais elle refusa avec une obstination qui frisait l'autodestruction, car elle avait besoin de se prouver, et pas seulement à la société, qu'elle pouvait le faire seule, que sa victoire serait entièrement la sienne, sans aucune suggestion que les conseils d'un homme l'avaient rendu possible. La veille de la course, alors que Béatrice aurait dû se reposer, une lettre urgente arriva de Portsmouth, l'écriture soignée de Madame Gardiner apportant une nouvelle qui fit se contracter le monde de Béatrice en un seul point de choix angoissant. La santé du capitaine Wentworth s'était considérablement détériorée. Le médecin craignait qu'il ne lui reste que quelques semaines, peut-être seulement quelques jours, et il demandait sa fille avec le besoin désespéré d'un homme qui comprenait que son temps se mesurait en heures plutôt qu'en mois. Béatrice se tenait dans ses petites chambres louées, tenant la lettre avec des mains qui tremblaient face à une décision qui ressemblait à un choix entre son passé et son avenir, entre honorer son père et justifier chaque femme à qui l'on avait dit que ses rêves étaient impossibles. Si elle abandonnait la course pour retourner à Portsmouth, elle serait avec son père à sa mort, lui tiendrait la main et apaiserait son passage. Mais elle trahirait aussi tous ceux qui avaient cru en elle, y compris son père lui-même qui l'avait élevée pour être courageuse et capable, et qui serait dévasté de savoir qu'elle avait sacrifié sa victoire pour lui. Si elle courait et gagnait, mais que son père mourait pendant qu'elle était sur l'eau, elle porterait cette culpabilité pour le reste de sa vie, se demanderait si les derniers moments de sa vie avaient été passés à se sentir abandonnée par la fille qu'il avait assez aimée pour lui apprendre à naviguer. Elle se rendit à Thornbury House tard dans la nuit, admise par un majordome surpris qui reconnut l'urgence sur son visage, et elle trouva Sébastien dans sa bibliothèque exactement là où elle savait qu'il serait, entouré de cartes du parcours de la course qu'il avait étudié malgré son refus de son aide, incapable de s'empêcher de vouloir lui donner tous les avantages possibles. Il leva les yeux quand elle entra, et son expression passa immédiatement de la concentration à l'inquiétude,
se levant de son bureau alors qu'elle traversait la pièce d'un pas qui semblait mal assuré. « Je dois me retirer de la course », dit-elle sans préambule, sa voix cassante d'un contrôle qui se fracturait à chaque mot. « Mon père est en train de mourir et j'ai besoin d'être avec lui. Je ne peux pas naviguer demain. » Sébastien s'avança vers elle et elle leva une main pour l'arrêter, car s'il la touchait, elle se briserait complètement. « Si je cours et qu'il meurt pendant que je suis sur l'eau, je ne me le pardonnerai jamais, » continua-t-elle, les mots sortant plus vite maintenant. « Mais si j'abandonne, je trahis tous ceux qui ont cru en moi, y compris lui. Il m'a élevée pour être forte et capable. Et maintenant, je dois choisir entre être la fille dont il a besoin et être la femme qu'il m'a appris à être. » Les larmes vinrent alors. Le stress et le chagrin accumulés submergeant des défenses qu'elle avait maintenues pendant des semaines, et elle se retrouva à sangloter avec une crudité qui la terrifiait, tout son contrôle prudent se dissolvant en pure angoisse. Sébastien franchit la distance entre eux et la prit dans ses bras, sans demander la permission, la tenant simplement pendant qu'elle s'effondrait contre sa poitrine, sa main stable dans ses cheveux, tandis qu'elle pleurait avec le désespoir de quelqu'un qui avait tenu trop longtemps et trop fermement. « Alors laissez-moi vous dire ce que j'aurais dû dire il y a des semaines, » dit doucement Sébastien, lorsque ses sanglots se furent calmés en une respiration saccadée. « Je vous aime, Béatrice, pas l'idée de vous, pas votre habileté ou votre défi aux conventions, mais vous, votre entêtement, votre chagrin et vos exigences impossibles envers vous-même. J'ai acheté ces navires parce que je ne pouvais supporter l'idée que le monde vous réduise au silence. » Béatrice recula juste assez pour regarder son visage, cherchant la moquerie ou la pitié, ne trouvant ni l'un ni l'autre, seulement une honnêteté qui fit sursauter son cœur. « Vous m'aimez » répéta-t-elle, les mots sonnant impossibles. « Mais je ne suis pas ce qu'un duc devrait vouloir. »« Vous êtes exactement ce que ce duc veut, » dit Sébastien, ses yeux bruns tenant les siens avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. « La question est de savoir si vous pourriez vouloir un homme assez stupide pour parier votre avenir sans demander, assez arrogant pour penser qu'il pourrait vous protéger de la cruauté du monde. »« Je pourrais le vouloir, » murmura Béatrice, sentant quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. « Je le veux. Dieu m'aide, Sébastien. Je vous aime. » Il l'embrassa alors avec tout le désir refoulé de mois de retenue, ses mains encadrant son visage avec une douceur qui contredisait le désespoir dans sa bouche, et Béatrice lui rendit son baiser avec une fin égale, des mois de distance soigneusement entretenus se dissolvant dans la chaleur d'un désir enfin reconnu. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Sébastien garda son front pressé contre le sien et parla avec une certitude tranquille. « Votre père serait dévasté si vous abandonniez pour lui, » dit-il. « Il vous a élevé pour être extraordinaire, et il veut vous voir justifié. Je veillerai personnellement à ce qu'il reçoive les meilleurs soins médicaux, et s'il est assez bien, je l'amènerai à Londres pour assister à votre victoire. Courez demain, Béatrice, gagnez pour lui, pour vous-même et pour toutes les femmes qui viendront après vous, et sachez que vous gagniez ou perdiez, je vous aimerai exactement de la même manière. » Le jour de la course arriva avec un temps si parfait qu'il semblait providentiel, un ciel clair et un vent constant, le genre de conditions qui récompensait l'habileté plutôt que la chance, et des milliers de personnes bordaient les rives de l'estuaire de la Tamise dans un spectacle qui rivalisait avec les occasions royales. Béatrice et Tilney commencèrent à égalité, naviguant tous deux sur des sloops identiques avec des équipages qu'ils avaient entraînés personnellement, et pendant la première moitié du parcours, ils échangèrent leurs positions avec le genre de navigation tactique qui fit murmurer d'appréciation les experts présents. À mi-parcours, la compréhension supérieure de Béatrice des courants de l'estuaire lui donna un avantage. Elle savait où l'eau coulait le plus vite et où les remous ralentiraient
la progression, et elle utilisa cette connaissance pour gagner 2 longueurs de bateau sur Tilney, qui naviguait sur la ligne techniquement correcte mais manquait de sa familiarité intime avec ses eaux particulières. Puis le désastre frappa avec le claquement sec d'une toile qui se déchire, sa grand-voile se déchirant lors d'un virement de bord crucial, un défaut dans le tissu qu'aucune inspection n'aurait pu prévoir, et soudain Tilney prenait de l'avance tandis que le bateau de Béatrice se vautrait avec une puissance réduite. Sébastien regardait depuis un navire d'observation ancré près du parcours, incapable de cacher son anxiété malgré la compagnie d'une douzaine d'aristocrates venus assister au spectacle. Et lorsque sa voile se déchira, il tressaillit physiquement, comme s'il sentait les dégâts dans son propre corps. Béatrice avait quelques secondes pour décider, se retirer avec les honneurs et perdre tout ce que le défi représentait, ou tenter une réparation dangereuse en cours de route qui pourrait la faire chavirer si elle commettait une seule erreur dans les courants délicats de l'estuaire. « Pour papa ?» se murmura-t-elle, alors que ses mains se mouvaient avec une efficacité exercée. « Pour chaque femme à qui l'on a dit qu'elle ne pouvait pas. Pour moi-même. Tiens, bon sang. » Dans une démonstration de matelotage qui stupéfia la foule en un silence admiratif. Elle affala partiellement la voile endommagée pendant que son équipage gérait la toile réduite. Puis elle exécuta une épissure d'urgence tout en gérant la barre avec ses pieds dans un exploit d'équilibre et de coordination qui aurait dû être impossible, ses mains saignant, alors que la corde rugueuse écorchait une peau déjà à vif après des semaines de pratique. Elle hissa une configuration de voilure réduite, peu orthodoxe mais fonctionnelle, une combinaison de techniques de différentes traditions de navigation que personne parmi les spectateurs n'avait jamais vues, et elle perdit du temps, mais elle ne perdit pas la course. Sébastien regardait sa réparation avec une fierté et un amour si clairement inscrits sur son visage que plusieurs de ses compagnons échangèrent des regards entendus. Et il n'acclama ni n'encouragea, car il comprenait qu'elle avait besoin de le faire seule, que la victoire devait être entièrement la sienne. Dans la dernière ligne droite, Béatrice utilisa une ligne intérieure agressive qui risquait de l'échouer sur un banc de sable qui n'apparaissait qu'à certaines marées, un pari qui exigeait une connaissance précise de la profondeur de l'eau et de la vitesse du courant, et une foi absolue dans ses calculs. Tilney vit son intention et tenta de suivre sa ligne, mais hésita au moment crucial, son courage lui manquant lorsqu'il vit à quel point l'eau était peu profonde, et cette hésitation lui coûta la course. Béatrice franchit la ligne d'arrivée avec 3 longueurs de bateau d'avance, sa voile de fortune tenante toujours, et le rugissement de la foule fut assourdissante, un mur de son qui s'abattit sur l'estuaire comme une force physique. Des milliers de voix s'élevant pour apprécier une habileté qui transcendait le genre ou la convention sociale. Elle resta assise seule dans son bateau un instant après avoir franchi la ligne, submergée par le soulagement, l'épuisement et une plénitude qui n'avait rien à voir avec la victoire, et tout à voir avec le fait d'avoir choisi la chose juste et difficile plutôt que la chose facile et fausse, d'avoir eu confiance en elle-même et dans la foi de son père en elle, même lorsque le doute criait qu'elle devait se replier en sécurité. Le bateau de Lord Tilney s'approcha du sien, et son beau visage était sérieux, mais plus hostile, ses traits conventionnels en quelque sorte diminués par un respect sincère. « Mademoiselle Wentworth » cria-t-il par-dessus l'eau, sa voix portant clairement dans le silence soudain qui était tombé sur les bateaux de spectateurs voisins. « Vous m'avez battu 2 fois. Une fois avec habileté et une fois avec courage. J'ai été un imbécile de m'opposer à vous. » La reconnaissance publique fut gracieuse et marqua le début de sa propre rédemption, révélant que son opposition antérieure était due à l'insécurité plutôt qu'à la malveillance. Et Béatrice sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine qu'elle n'avait pas su être tendue. Le chaos de la ligne d'arrivée céda la place à un calme étrange, tandis que les officiels se concertaient et que les spectateurs attendaient,
Puis le navire d'observation de Sébastien s'approcha, et il était là. Ah, la regardant avec des yeux qui contenaient tout ce qu'il avait avoué la nuit précédente, n'acclamant ni ne félicitant, mais simplement présent, attendant, parce qu'il savait que la première personne qu'elle voudrait voir. Béatrice monta à bord de son navire avec des mains qui étaient instables malgré tout, et Sébastien la prit dans ses bras, à la vue de toute la société londonienne, l'embrassant avec une profondeur qui fit haleter plusieurs matrones, et lança une toute nouvelle série de commérages. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait, car la course avait tenu la promesse de son titre, et le point culminant émotionnel de la nuit précédente avait déjà tout transformé entre eux. « Votre père est là », murmura Sébastien contre ses cheveux. « Je l'ai amené ce matin. Il voulait vous voir gagner. » Et Béatrice se tourna pour trouver le capitaine Wentworth enveloppé dans des couvertures sur le pont d'observation, son visage émacié, mais ses yeux brillants de fierté. Et elle alla vers lui et s'agenouilla à côté de sa chaise, pendant qu'il posait une main tremblante sur sa tête en signe de bénédiction. Et elle sut que quel que soit le temps qui leur restait, ce serait suffisant, car il l'avait vu justifié, avait été témoin du monde reconnaissant ce qu'il avait toujours su, que sa fille était extraordinaire et que son genre n'avait jamais été une limitation, sauf dans l'esprit de petits hommes qui craignaient sa compétence. La victoire de Béatrice la transforma du scandale à la sensation du jour au lendemain, les journaux publiant des titres qui proclamaient « La capitaine conquiert » et « Le triomphe de Mademoiselle Wentworth », les pages éditoriales qui s'étaient moquées d'elle des semaines auparavant, la célébrant maintenant comme une preuve de l'ingéniosité et de la détermination anglaise. Mais plus significativement que l'approbation versatile de la presse, sa démonstration d'habileté sous pression changea les mentalités de manière importante. Des femmes de toute l'Angleterre écrivirent des pantinterviews des lettres pour s'enquérir du défi maritime Thornbury, cherchant des conseils sur la manière de développer leurs propres compétences en voile, racontant des histoires de rêves différés et d'ambitions réprimées. Des membres progressistes du Parlement citèrent sa victoire dans les débats sur l'élargissement des opportunités éducatives pour les femmes, utilisant sa réparation de voile d'urgence comme une métaphore de l'ingéniosité qui s'épanouirait si on lui donnait une formation et un soutien adéquats. Et même les voix conservatrices eurent du mal à argumenter contre la preuve que la compétence transcendait le genre, lorsque des milliers de personnes en avaient été témoins de leurs propres yeux. Une semaine après la course, le Royal Yacht Club tint une réunion d'urgence pour reconsidérer ses politiques, et Lord Tilney, honorant sa parole, prit la parole en faveur de l'autorisation pour les femmes de concourir dans les événements sanctionnés, son témoignage ayant du poids précisément parce qu'il s'était opposé à elle si vigoureusement et qu'on lui avait donné tort si publiquement. La mesure passa de justesse, les votes se partageant selon les lignes générationnelles. Les membres plus âgés s'accrochant à la tradition, tandis que les jeunes marins reconnaissaient que l'exclusion de la moitié de la population de la compétition ne faisait qu'affaiblir l'excellence maritime anglaise. Sébastien usa de son influence considérable pour s'assurer que le comité de la régate présente des excuses formelles à Béatrice et lui attribue à titre posthume la victoire de l'île de Wight, la victoire de Tilney étant rayée des registres et remplacée par son nom, une correction qui ressemblait moins à une justification qu'à une simple reconnaissance de la vérité. Pendant ce temps, le capitaine Wentworth avait été amené à Londres, où les médecins personnels de Sébastien le soignaient avec un soin et une expertise que Béatrice n'aurait jamais pu se permettre, et sa santé s'était stabilisée bien qu'il restât faible. Son corps trop endommagé par la phtisie pour se rétablir complètement, mais son esprit vif et son moral remonté par le témoignage du triomphe de sa fille. Béatrice partageait son temps entre le chevet de son père, dans les chambres confortables que Sébastien avait arrangées à Thornbury House, et la planification du défi Thornbury inaugural, désormais prévu pour l'automne, et elle découvrit que le succès apportait ses propres complications, qu'être célébré plutôt que méprisé
exigeait une navigation différente mais n'était pas moins épuisante. Sébastien savait qu'il devait faire sa demande en mariage formellement, savait que chaque jour de retard risquait de la perdre au profit d'un autre homme qui reconnaîtrait sa valeur, mais il se retrouva paralysé par une terreur qu'il n'avait pas anticipée et ne savait pas comment surmonter. Béatrice avait son indépendance maintenant. Le défi lui fournirait un revenu substantiel. Elle avait ses navires enregistrés à son propre nom. La société avait accepté ses capacités d'une manière qui signifiait qu'elle ne manquerait jamais d'opportunités ou de respect. Et que pouvait-il lui offrir qu'elle ne pouvait pas accomplir seule? Quelle raison pouvait-il donner pour qu'elle se lie à lui au-delà de la gratitude pour un soutien dont elle n'avait plus besoin? Il commença à se retirer légèrement, essayant de lui donner l'espace de choisir son avenir librement, ne voulant pas la presser avec son titre ou sa richesse ou la dette qu'elle pourrait sentir lui devoir. Et Béatrice, observant ce retrait, sentit son cœur se briser avec la certitude que son intérêt avait été pour le projet, pas pour la femme, que maintenant qu'elle était lancée avec succès dans la société, il se retirait pour trouver de nouvelles causes à défendre. La confrontation eut lieu lors de la célébration de lancement du défi Thornbury, une garden party à Thornbury House, élégante mais détendue, le terrain décoré de touches maritimes comme des cordes arrangées en nœuds décoratifs, des roses des vents peintes sur des banderoles en soie, des maquettes de navires comme centre de table sur des tables chargées de rafraîchissement. Le soleil de l'après-midi était doré et chaud, la Tamise visible au loin transportant son trafic habituel, et les invités étaient un mélange soigneusement choisi d'enthousiastes maritimes, de réformateurs et d'aristocrates progressistes, des gens qui avaient soutenu le défi ou avaient été convertis par la victoire de Béatrice. Béatrice portait une nouvelle robe de soie bleu profond, simple mais élégante, un cadeau de Sébastien qu'elle avait presque refusé avant de réaliser que l'accepter n'était pas une reddition, mais un partenariat, et elle se déplaçait parmi la foule avec une confiance qui aurait été impossible des mois auparavant, enfin à l'aise dans sa double identité de marin et de dame. Elle surprit la conversation par accident, tournant au coin d'un sentier de jardin pour trouver Sébastien parlant avec sa tante, la duchesse de Whitmore, à voix trop basse pour être entendue de tous mais assez claire pour Béatrice, cachée derrière une haie de rosiers. « Sébastien, vous devez faire votre demande avant que la fille ne pense que vous avez perdu tout intérêt, » disait la duchesse avec l'exaspération d'une femme regardant quelqu'un saboter son propre bonheur. « Elle aura des prétendants maintenant. Vous avez vu l'attention de Lord Morland au dîner la semaine dernière. Si vous attendez plus longtemps, un autre homme reconnaîtra la valeur de Mademoiselle Wentworth. »« Elle mérite de choisir son propre chemin, tante, » répondit Sébastien, sa voix lourde de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « Je ne la piégerai pas avec l'obligation ou la gratitude déguisée en affection. Elle a passé toute sa vie à se faire dire ce qu'elle devait faire, et peut-être, je n'ajouterai pas mes propres exigences à ce fardeau. » Béatrice sentit la compréhension la submerger comme une vague, la clarté soudaine que son retrait était du respect, pas du rejet, qu'il lui donnait la liberté de choisir plutôt que de supposer qu'elle voudrait ce qu'il voulait offrir. Elle attendit que la duchesse soit partie avec un bruit de frustration aristocratique, puis elle trouva Sébastien seul dans sa bibliothèque, qui était devenue leur sanctuaire émotionnel, l'endroit où ils s'étaient connectés pour la première fois, s'étaient disputés pour la première fois et s'étaient avoués leur amour pour la première fois. La lumière du début de soirée filtrait à travers les hautes fenêtres, la cheminée était allumée contre le froid de l'automne, et l'odeur familière de cuir et de cire d'abeille l'enveloppa comme une étreinte alors qu'elle fermait fermement la porte derrière elle. « Si vous m'aimez, dit-elle sans préambule, pourquoi ne me demanderez-vous pas de rester ?» Sébastien se détourna de la fenêtre où il avait contemplé la Tamise, son visage soigneusement neutre de la manière dont elle avait appris qu'il cachait une forte émotion. « Parce que je veux que vous choisissiez librement, » dit-il doucement. « Parce que vous avez des options maintenant et des opportunités. Parce que je n'utiliserai pas votre gratitude ou votre besoin pratique de sécurité
pour vous lier à une vie que vous pourriez ne pas vouloir. Béatrice traversa la pièce pour se tenir directement devant lui, assez près pour qu'il doive la regarder, assez près pour qu'il ne puisse pas se cacher derrière une réserve aristocratique. « Vous êtes un imbécile, Sébastien Fairfax, dit-elle, mais son ton était doux plutôt que colérique. Vous pensez que je veux être libre de vous, alors que ce que je veux, c'est être libre avec vous. Vous pensez que vous me piégez, alors que vous êtes la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir vraiment libre. »« Je ne comprends pas, » dit Sébastien, la confusion perçant à travers son contrôle. Béatrice prit une profonde inspiration, puis elle fit quelque chose qui aurait été impensable des mois auparavant. Elle s'agenouilla sur le sol de la bibliothèque dans un geste qui inversait toutes les conventions qu'on lui avait appris à honorer. « Sébastien Fairfax, homme exaspérant, » dit-elle, le regardant avec des yeux qui ne contenaient aucun doute. « Vous m'avez donné des navires, mais ce n'est pas pour cela que je vous aime. Vous avez défendu mon honneur, mais ce n'est pas pour cela que je vous aime. Vous croyez en mes capacités, mais ce n'est même pas pour cela que je vous aime. »« Alors pourquoi ?» demanda Sébastien. Sa voix rauque d'une émotion qu'il n'essayait plus de cacher. « Parce que vous êtes la seule personne qui m'ait jamais fait sentir qu'être moi-même, têtu, peu conventionnel et obsédé par les marées et les schémas de vent, n'est pas seulement acceptable mais désirable, » dit-elle. « Parce que quand je suis avec vous, je ne joue pas un rôle ou ne prouve rien, je suis simplement assez, parce que je préférerais naviguer le monde avec vous que de remporter toutes les victoires maritimes seul. Voulez-vous m'épouser » Un valet de pied choisit ce moment pour entrer avec un plateau de boissons, se figea de choc scandalisé à la vue d'une femme demandant un duc en mariage, et se retira si rapidement qu'il faillit faire tomber tout le service, mais ni Béatrice ni Sébastien ne le remarquèrent, car Sébastien l'avait relevé de son genou et lui tenait le visage entre ses mains avec une tendresse qui lui serra la gorge. « Béatrice, vous avez été plus cassée depuis le moment où vous avez franchi cette ligne d'arrivée à l'île de Wight, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Oui, je veux vous épouser. Je ne désire rien de plus que de passer ma vie à naviguer à vos côtés, à discuter de la conception des quilles et à vous regarder terrifier les esprits étroits avec votre compétence. » Son acceptation fut immédiate et émotive, et quand il l'embrassa, ce fut avec le désespoir de quelqu'un qui s'était préparé à perdre quelque chose de précieux et découvrait au lieu de cela que cette chose le choisissait, qu'il était désiré non pas pour son titre ou sa richesse, mais pour lui-même. Ils se marièrent discrètement 3 semaines plus tard dans une petite chapelle choisie pour son intimité plutôt que pour sa grandeur, des fleurs de fin d'été emplissant l'espace de leur parfum, et le capitaine Wentworth conduisit Béatrice à l'hôtel d'un pas lent mais assuré, sa fierté pour son mariage étant clairement due au caractère de Sébastien, pas à son titre. « Je t'ai appris à naviguer, ma chère, » lui murmura-t-il avant de donner sa main à Sébastien. « Mais tu as navigué jusqu'à un port que je n'aurais jamais pu cartographier. Sois heureuse. » Ce fut sa dernière apparition publique, son dernier cadeau à sa fille, la vue d'elle installée, aimée et justifiée. Et quand il mourut 2 mois plus tard, Béatrice le pleura profondément mais sans regret, car il avait vu son triomphe, approuvé son choix, et était parti sachant qu'on prendrait soin d'elle non pas comme une dépendante mais comme une partenaire. La cérémonie était petite mais significative, en présence des personnes qui les avaient soutenues à travers le scandale et l'opposition. Un Lord Tilney réformé qui était devenu un allié inattendu, les aristocrates progressistes qui avaient défendu le défi, les marins qui avaient fait partie de l'équipage des navires de Béatrice et appris que les ordres d'une femme méritaient autant de respect que ceux d'un homme, et la tante ravie de Sébastien, qui s'attribua le mérite de toute la romance bien qu'elle l'ait presque sabotée avec ses ingérences. Béatrice se tenait à côté de Sébastien et prononça ses vœux avec une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie, pour rien d'autre que la voile. Et quand le vicaire les déclara mariés, elle ne sentit pas la perte d'indépendance qu'elle avait toujours crainte,
mais plutôt le gain d'un partenaire qui naviguerait à ses côtés à travers toutes les eaux à venir, calmes ou orageuses, cartographiées ou inconnues. 18 mois après leur mariage, Béatrice se tenait à la barre du Méridien, le vent sur son visage et son mari manœuvrant les voiles sous sa direction. Le navire désormais réaménagé en une combinaison de yachts de course et de navires de recherche qui reflétaient leur passion partagée et leurs compétences complémentaires. Elle était clairement enceinte. D'environ 6 mois, son ventre rond sous la robe de navigation pratique qu'elle avait commandée spécialement à cet effet. Et Sébastien avait finalement cessé de lui demander si elle devrait se reposer au lieu de mener des essais pour la nouvelle conception de quille qu'elle avait inventée et qu'elle présenterait à l'Académie navale royale la semaine suivante. Le défi maritime Thornbury était devenu une institution annuelle qui attirait des marins de toute l'Angleterre et même du continent. Et 3 femmes avaient concouru lors de la plus récente régate royale, 2 d'entre elles terminant dans les 10 premières, une statistique qui faisait sourire Béatrice chaque fois qu'elle y pensait, car cela signifiait que le monde changeait de manière modeste mais mesurable. Ils entrèrent dans le port de Portsmouth un matin étincelant de possibilités, l'eau scintillant sous un soleil qui dorait les voiles, et sur le quai attendaient les jeunes femmes participant au programme de bourse Wentworth, un fonds que Sébastien avait créé à la mémoire du capitaine Wentworth pour fournir une éducation maritime aux filles talentueuses, indépendamment des finances de leur famille. Les étudiantes étaient diverses en âge et en origine, certaines à peine âgées de 14 ans et d'autres de près de 20 ans, certaines issues de familles de marchands et d'autres de foyers ouvriers, qui avaient économisé chaque centime pour soutenir les ambitions inhabituelles de leur fille, et toutes regardaient Béatrice avec des expressions mêlant admiration, espoir et détermination. Elle s'adressa à elle sur le quai, avec l'odeur de sel et de goudron autour d'eux et le son du gréement chantant dans le vent, leur racontant son histoire sans en adoucir les passages difficiles, l'humiliation à l'île de Wight et les années où on lui avait dit qu'elle était trop compétente, trop peu conventionnelle et trop audacieuse pour une femme convenable. Il y a 3 ans, on m'a dit que ma plus grande victoire était invalide à cause de mon sexe, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le groupe assemblé. Aujourd'hui, je consulte la Royal Navy sur la conception de navires. Qu'est-ce qui a changé? Pas la volonté du monde de m'accepter. Cela est venu lentement et est encore incomplet. Ce qui a changé, c'est ma volonté de cesser de demander la permission d'être excellente. Une jeune étudiante leva timidement la main, son visage sérieux sous une casquette qui contenait à peine ses boucles sombres. « Mais si nous échouons, madame, si nous ne sommes pas assez fortes ou assez compétentes ?» Béatrice sourit à la question, car elle se l'était posée tant de fois, avait passé des nuits blanches à cataloguer ses insuffisances et à imaginer toutes les façons dont elle pourrait se révéler insuffisante. Alors vous échouerez, apprendrez et essaierez différemment, dit-elle doucement. Mais vous le ferez en ayant tenté quelque chose de remarquable. Je préférerais qu'on se souvienne de moi comme la femme qui a essayé et échoué, plutôt que comme la femme qui n'a jamais essayé du tout. Et d'ailleurs, la différence entre assez forte et pas assez forte n'est généralement qu'une question de pratique, de détermination et de refus d'accepter que votre sexe détermine vos capacités. Ce soir-là, à Thornbury House, Béatrice et Sébastien étaient dans la bibliothèque, car où d'autres seraient-ils? La pièce qui avait été son sanctuaire étant maintenant entièrement la leur, ses cartes mêlées à ses livres et ses instruments, partageant l'espace des étagères avec ses histoires maritimes. Sébastien corrigeait ses dessins techniques pour la présentation à l'Académie navale, ses commentaires écrits dans les marges, avec la précision de quelqu'un qui comprenait à la fois la théorie et l'application pratique, tandis que Béatrice lisait la correspondance qui s'était accumulée pendant leur voyage en mer. Parmi les lettres se trouvait une de Charlotte Tilney, la sœur cadette de Lord Edmund, qui écrivait avec une excitation à peine contenue
qu'elle venait d'être acceptée au nouveau et scandaleusement mixte programme d'ingénierie maritime de l'Académie navale royale, un développement directement inspiré par l'exemple de Béatrice et le changement d'attitude que sa victoire avait contribué à catalyser. Cet angle sur la quille, dit Sébastien, levant les yeux des dessins, « L'avez-vous testé par gros temps? » « Pas encore, » répondit Béatrice, mettant de côté la lettre de Charlotte avec un sourire. « Je pensais que nous emmènerions le Méridien en Cornouailles le mois prochain, si le bébé coopère. » L'expression de Sébastien passa par plusieurs émotions en succession rapide, l'inquiétude, l'exaspération et une admiration réticente. « Béatrice, vous serez enceinte de 7 mois, » dit-il avec le ton de quelqu'un qui savait qu'il menait une bataille perdue d'avance. « Et donc parfaitement capable de naviguer, » rétorqua-t-elle, le regardant avec amusement. « Sébastien, nous en avons discuté. Je suis enceinte, pas invalide. Et notre enfant bénéficiera de l'expérience de la mer avant la naissance. Cela en fera un marin né. » Sébastien sourit malgré lui, secouant la tête en signe de reddition. « Je sais, » dit-il. « Je travaille à accepter que le premier voyage de notre enfant se fera in utero, bien que je me réserve le droit de m'inquiéter excessivement et d'insister sur des mesures de sécurité supplémentaires. » Leur conversation révélait l'intimité confortable de partenaires égaux qui avaient appris les langages et les rythmes de l'autre au fil des mois de travail et de vie partagée. Ils débattirent des détails techniques de la conception de la quille avec l'aisance de personnes qui appréciaient les joutes intellectuelles. Sébastien concédant à l'expertise de Béatrice lorsque ses arguments étaient solides et la contestant lorsqu'il pensait qu'elle négligeait des variables, et elle lui demanda son avis sur la manière de gérer la résistance inévitable de l'Académie navale à ses propositions, sachant qu'il comprenait la politique du changement institutionnel d'une manière que sa nature directe manquait parfois. Ils discutèrent des prénoms pour le bébé, espérant tous deux une fille, bien que prévoyant d'apprendre à l'enfant à naviguer quel que soit son sexe, se disputant joyeusement pour savoir si Eleanor ou Joséphine honoraient mieux leur mère tout en sonnant assez fort pour une future navigatrice. La bibliothèque avait évolué pour refléter leur vie mêlée, un berceau dans un coin étant construit par le charpentier du domaine à partir de teck récupérés d'un navire qui avait servi dans la flotte de Nelson. Les vêtements de navigation pratiques de Béatrice, suspendus à côté des manteaux formels de Sébastien dans l'armoire, l'odeur de cire d'abeille et de cuir se mêlant maintenant à l'odeur de sel qui s'accrochait à tout ce qu'il possédait. Plus tard, lorsque Sébastien fut parti consulter son intendant au sujet des affaires du domaine, Béatrice s'assit à son bureau et ouvrit le journal qu'elle tenait depuis son enfance. Les pages chroniquant son parcours de jeune fille, pleine d'espoir à femme humiliée, à navigatrice justifiée et à épouse comblée. Elle écrivit directement à son futur enfant, sa main se déplaçant sur la page avec la confiance de quelqu'un qui avait enfin appris que son histoire valait la peine d'être racontée. « À mon enfant, » écrivit-elle, « ton père m'a donné des navires. Mais plus important en ça, il m'a donné la liberté de les commander. Il a vu en moi non pas un projet à améliorer ou un problème à résoudre, mais une partenaire à valoriser. Puisses-tu trouver quelqu'un qui t'offre non pas un havre contre les tempêtes de la vie, mais une boussole pour les naviguer avec confiance. » Elle écrivit sur le chemin parcouru de se faire dire qu'elle était trop à trouver quelqu'un qui célébrait ces mêmes qualités, sur l'apprentissage que l'amour ne consistait pas à se diminuer pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre, mais à trouver quelqu'un dont les attentes s'élargissaient pour embrasser tout ce que l'on était. « Puisses-tu toujours choisir la barre plutôt que le port, écrivit-elle, la tempête plutôt que l'abri, la vie que tu veux plutôt que la vie qu'on te dit d'accepter, et puisses-tu savoir que chaque non que tu rencontres n'est qu'une redirection vers un meilleur oui, chaque porte fermée n'est que l'univers te poussant vers la porte qui était destinée à s'ouvrir. » Sébastien vint se tenir derrière sa chaise, lisant par-dessus son épaule de la manière complice qu'ils avaient développée, et quand elle posa sa plume, il lui embrassa le sommet de la tête,
avec une tendresse qui lui serrait encore le cœur après 18 mois de mariage. Par la fenêtre de la bibliothèque, la Tamise était visible au clair de lune. Des navires à l'ancre suivant le doux courant, l'eau reflétant les étoiles et la promesse des marées matinales et de nouveaux voyages à entreprendre. La ville au-delà était calme à cette heure tardive. Londres s'endormant tandis que Béatrice et Sébastien restaient éveillés dans leur sanctuaire, planifiant des avenirs, résolvant des problèmes et existant dans le silence confortable de deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre non pas un achèvement, car elles étaient déjà complètes, mais plutôt une camaraderie, la joie de naviguer à travers la vie avec quelqu'un qui comprenait que le voyage importait plus que la destination et que les meilleures aventures étaient celles entreprises ensemble. Béatrice se pencha en arrière contre la poitrine de Sébastien et sentit leur enfant bouger sous sa main, un frémissement de vie qui était à la fois promesse et responsabilité, et elle pensa à toutes les jeunes femmes du programme de bourse Wentworth qui navigueraient parce qu'elles avaient refusé d'arrêter de naviguer, à toutes les filles qui croiraient que leurs rêves étaient possibles, parce qu'elles avaient rendu ces rêves impossibles réels. La victoire sur l'estuaire de la Tamise avait été importante, mais ceci était le vrai triomphe, le travail lent et patient de changer les mentalités, d'ouvrir des opportunités et de créer des voies pour que d'autres suivent, la compréhension que son histoire importait non pas parce qu'elle était unique, mais parce qu'elle pouvait le devenir moins à chaque femme qui osait prendre la barre. Cher auditeur, chuchota l'histoire dans le calme de la bibliothèque. Peut-être ce soir vous sentez-vous comme Béatrice autrefois. On vous a dit que vos compétences sont inappropriées, vos rêves trop ambitieux et votre nature même, en quelque sorte, inadaptée à la vie que vous êtes censé mener. Le monde murmure encore que nous devons choisir entre être capable et être aimé, entre l'excellence et l'acceptation. Mais l'histoire de Béatrice nous rappelle que la bonne personne ne vous demande pas de vous diminuer. La bonne personne ne vous aime pas malgré vos forces, mais à cause d'elle, chaque talent qu'on vous a dit de cacher, chaque passion qu'on vous a appris à réprimer, et chaque fois que vous vous êtes fait plus petit pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre, ce ne sont pas des défauts à corriger, mais des dons, attendant quelqu'un avec la sagesse de reconnaître leur valeur. Ce soir, en vous reposant, sachez ceci. Vos rêves non conventionnels ne sont pas des obstacles à l'amour, mais les qualités mêmes qui attireront la bonne personne à vous. Le rejet que vous craignez ou avez déjà connu n'est pas la preuve de votre insuffisance, mais simplement la vie vous redirigeant vers quelqu'un qui peut gérer toute la tempête de ce que vous êtes. Dormez paisiblement en sachant que quelque part votre Sébastien vous attend, non pas pour vous sauver, mais pour naviguer à vos côtés. Et lorsque vous vous rencontrerez, ce ne sera pas parce que vous aurez changé ou compromis qui vous êtes, mais parce que vous aurez enfin trouvé quelqu'un d'assez courageux pour aimer la capitaine que vous avez toujours été destiné à être. Puissent vos rêves être remplis de vents favorables et de mers clémentes, et puissiez-vous vous réveiller demain avec le courage de commander votre propre cœur, avec la plus profonde admiration pour votre voyage. Ceci était Légende de la chute.